Merci pour cette présentation que je trouve vraiment très flatteuse. Et puis surtout, c'est un véritable tour de force, puisque vous avez réussi comment dire, à trier le bon grain de l'ivraie dans le fatras de ce que je vous ai délivré il y a 48 heures lorsque nous nous sommes rencontrés. Puis en plus, j'ai bien aimé le petit jeu du début. Vraiment, bravo et merci. Bon, écoutez, je suis très, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour néanmoins vous parler d'un sujet qu'on pourrait qualifier de relativement glauque. Mais enfin, les étudiants qui me connaissent vous diraient que j'ai toujours eu un penchant quasiment pervers pour tout ce qui va mal. D'accord. Donc, en économie, je m'intéresse plutôt aux crises. En matière bancaire, je m'intéresse plutôt aux faillites des banques. En matière financière, je m'intéresse plutôt aux grandes crises financières de l'histoire. Bon, je parle sous le contrôle de mon ami Frédéric Atlan, qui, je pense que tu ne me démentiras pas. Donc, bon, mais je ne me referai pas. Enfin, je veux dire, je ne sais pas pourquoi je préfère, si j'avais été médecin, enfin, dans les études, j'aurais toujours préféré la pathologie à la physiologie, mais il faut faire de la physiologie aussi, bien sûr. Bon, alors, le monde est-il entré en déflation? Alors, on va essayer d'aller assez vite. Il y a ce PowerPoint. Alors, on va commencer par quelques définitions. Enfin, il y a une définition, et puis il y a surtout des symptômes, d'accord? Parce que la déflation, ça se reconnaît à des symptômes. Vous savez, c'est comme la girafe, quoi, hein. La girafe, c'est assez difficile à définir, mais ça a des caractéristiques telles qu'on ne se trompe pas quand on en croise. Bon, donc, la déflation, c'est un peu pareil. Alors, la définition simple, c'est que c'est un processus de baisse qu'on va qualifier de continu, d'inexorable des prix, et de diverses grandeurs nominales. Alors, par exemple, ces grandeurs nominales de l'économie, la première à laquelle on pense, eh bien, c'est le produit national brut. D'accord, l'ensemble des richesses dont un pays dispose au cours d'une année, hein, qu'il produit au cours d'une année. Eh bien, cette grandeur, mesurée en milliards d'euros, centaines de milliards d'euros, quand on est vraiment dans un processus de déflation, eh bien, on la voit se dégonfler année après année, c'est-à-dire qu'elle fait moins 0,5%, moins 1%. Ça, c'est vraiment la vraie déflation, d'accord? C'est-à-dire que déflation, ça vient, c'est déflatérer, deflate chez les Anglais, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est le ballon qui a une petite fuite et puis qui se dégonfle comme ça. Bon, c'est ça la déflation, tout simplement. Alors, maintenant, je vous ai dit, la déflation, c'est toute une série de symptômes qui la caractérisent, hein. Après l'avoir donc défini en première approche, ça va de pair avec quoi? Ça va de pair, par exemple, avec un chômage massif et persistant. D'accord, les pays frappés de déflation, ils s'installent dans un monde où on vit avec un taux de chômage de 8, de 10, de 12, de 14%, et ainsi de suite. Ensuite, le commerce international. Les échanges internationaux se contractent. D'accord ? Ensuite, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt nominaux, comme nous disons, nous économistes, c'est-à-dire les taux d'intérêt auxquels vous êtes confrontés tous les jours, que ce soit pour la rémunération de vos dépôts à terme ou que ce soit ce que vous payez sur vos emprunts. Bien, les taux d'intérêt, là aussi, diminuent jusqu'à tangenter zéro. Oui. Et puis, on peut arriver dans des situations, là aussi, qui sont maintenant de plus en plus fréquentes, de taux d'intérêt négatifs. Enfin, je vous rappelle que ces derniers temps, de très grandes entreprises privées, c'est même plus des États du type, je sais pas, le gouvernement allemand et autres, des très grandes entreprises multinationales privées ont emprunté à taux négatifs. D'accord ? C'est-à-dire que les prêteurs sacrifient une partie de ce qu'ils leur prêtent, d'accord? Et tout ça pour dire que c'est prêté, que c'est peut-être quand même encore mieux que simplement sous forme de cash, ou que sais-je encore. Donc, c'est ça aussi. Et puis, chose à laquelle on s'intéresse moins. Je vous ai dit, c'est un processus de baisse inexorable des prix, c'est-à-dire du niveau général des prix.
Et là, on pense tout de suite indice des prix à la consommation. C'est pas le meilleur indicateur. Certes, il est utile, il est important. Mais un indicateur qu'il faut surveiller, c'est l'indice des prix de gros, l'indice des prix à la production aussi. Et celui-là, il est beaucoup plus significatif. Donc, il y a cette baisse inexorable des prix, mais il faut aussi, outre l'intérêt porté à ces indices généraux de prix, prix à la consommation, prix à la production, prix de gros, il faut s'intéresser à des prix sectoriels. Et les grandes périodes de déflation sont justement caractérisées par des mouvements de prix dans des grands secteurs qui sont tout simplement quoi ? C'est la déprime. Un des secteurs les plus sensibles, et historiquement ça a toujours été comme ça, c'est l'agriculture. Alors moi, quand j'entends les éternels, les sempiternels débats, par exemple en France, sur le prix du porc au marché des cadrans ou le prix du lait, et ainsi de suite, je dis non, c'est pas un problème de jeu entre la grande distrib ici et là. Quand il n'y a rien à partager, peu importe après qui essaie de récupérer le plus possible du petit rien qu'il y a à partager. C'est qu'il n'y a rien à partager. Il n'y a rien à partager, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est typiquement, là aussi, dans une situation globale de déflation, et ça tape sur certains secteurs, et généralement, les secteurs sur lesquels ça porte en priorité, c'est l'agriculture et les matières premières, à commencer par souvent les matières premières agricoles, mais après, ça touche vite les matières premières minérales et énergétiques. Et ça, c'est typique. C'est vraiment typique. Bon, alors, partant de là, arrivons-en au fait. Le monde est-il entré en déflation ? Alors, une remarque. Le mot déflation, comme je le note, c'est un mot qui avait disparu du vocabulaire des économistes, des politiques, des responsables politiques, et même des citoyens. Moi, je vais vous dire, j'appartiens à une génération où, je me souviens, mes maîtres nous disaient toujours « Oh, il y a des choses qu'on ne reverra plus. La déflation. » Ben oui, la déflation qui avait été justement associée à une des périodes les plus sombres de l'histoire, à savoir la grande déflation des années 30 avec tout ce qui s'en était suivi, quoi. L'avènement des fascismes, puis au bout de la route, hélas, la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Bon. Donc, on nous disait, non, la déflation, on verra plus ça. Alors, on nous disait aussi, on verra plus les crises bancaires et financières. Oui. C'est pareil, c'est du passé. Vous savez, ces photos que vous voyez, là, des paniques, où on voit les gens devant les guichets et tout, ça y est, ça c'est de l'iconographie que vous pouvez ranger aux oubliettes. Bon, donc, moi j'ai été élevé comme ça. Bon, malheureusement, ça fait déjà 25 ans que j'ai vu réapparaître les crises bancaires, et elles ont été de plus en plus nombreuses et de plus en plus graves. Et puis, la déflation, sournoisement, oui, parce que le processus, c'est vrai, est sournois. La déflation, bien, ça y est, elle est là. Et je vous avoue franchement qu'au soir de ma carrière, si on m'avait dit quand j'étais jeune thésard que j'aurais à connaître ça, je ne l'aurais pas cru. Oui. Donc, pourquoi est-ce que la déflation avait disparu, y compris du vocabulaire des gens ? Eh bien, parce que, à l'inverse, le monde a connu, dans les années 70 et 80, une période d'inflation, d'accord ? Bien sûr, vous ne l'avez sans doute peut-être pas vécu, connu, et quasiment sûrement même. Les années 80, les années 70, notamment dans la foulée de ce qu'on appelait les chocs pétroliers, ont été des années d'inflation, parfois à 2 chiffres dans certains pays. Il y a eu des pays où on montait allègrement à 12, 14, 16%. Bon. Et en tout cas, on flirtait en permanence avec le 10. Bon, période d'inflation et eh bien, la grande préoccupation des autorités, des responsables politiques à l'époque, c'était comment venir à bout de l'inflation. Bon, alors, je passe sur les détails. Il est vrai qu'on est parvenu à éradiquer l'inflation, et pas seulement à éradiquer l'inflation, mais de manière encore plus importante, à éradiquer les anticipations inflationnistes. Et là, j'insiste sur le rôle que jouent les phénomènes d'anticipation de la part des acteurs économiques, aussi bien quand vous êtes dans un contexte inflationniste que
À plus forte raison quand vous êtes dans un contexte déflationniste. Ou, petite remarque dès maintenant, je pense qu'en contexte déflationniste, les anticipations jouent un rôle encore plus pernicieux que quand on est en contexte inflationniste. Mais c'est pas l'éradication de l'inflation, ça n'a pas été seulement ramener le taux d'inflation à de 10 à 8, puis à 6, ainsi de suite. Ça a été plus loin que ça. Ça a été ne penser même plus que l'inflation puisse exister. D'accord ? C'était le credo, notamment de M. Volcker, l'ancien gouverneur de la Banque centrale des États-Unis, quand il est arrivé en 79. Vous savez, c'est comme ces panneaux dans les grandes rues des villes américaines, ne pensez même pas vous arrêter ici. Hein, en termes de... Pas question d'y stationner, mais ne pensez même pas vous arrêter. Bon, eh bien, là, c'était pareil. Ne pensez pas que l'inflation va exister. D'accord ? On va vous arracher ça de la tête. Alors, moyennant quoi, on a vécu après, on a vécu pendant 2 décennies. 2 décennies, c'est quoi ? On va dire, à partir de 95, le monde est... Enfin, oui, même entre 90 et 95, le monde, ça y est, il est débarrassé de l'inflation. Et on va vivre quasiment 2 décennies avec, j'allais dire, l'inflation minimum propre à toute économie de marché. C'est-à-dire, en gros, ça tourne selon les pays, ça tourne entre 1,5 et 2, 2,2, 2,3% l'an. Et ça a duré comme ça, je vous dis, pendant 2 décennies. Alors, il y a une remarque à faire ici. La plupart des responsables de politique économique et ainsi de suite croyaient en cette formule lapidaire de l'économiste américain Milton Friedman et de tous ses zélateurs pour lesquels l'inflation, c'est un phénomène monétaire. D'accord ? Et les gens vous disent, si vous contrôlez, si vous maîtrisez, si vous ralentissez, voire ramenez le plus près possible de zéro la création monétaire, j'allais dire, de la Banque centrale, eh bien, vous êtes sûr que tôt ou tard, vous allez éradiquer l'inflation. Donc, aux banques centrales de jouer leur rôle, sans pression d'ailleurs des gouvernements, d'où le fait que tout le monde a voulu mettre en place des banques centrales dites indépendantes des autorités politiques. Donc, les banques centrales, c'est leur job, elles contrôlent la création de monnaie et du même coup, elles vont contrôler l'inflation. Et là, il y a eu un espèce de grand leurre, si je puis dire. C'est qu'effectivement, au fur et à mesure que les banques centrales serraient la vis, on voyait l'inflation diminuer. Oui, mais un certain nombre d'économistes, dont Patrick Artus, par exemple, en France, ont pu démontrer très brillamment que l'éradication de l'inflation, c'était pas tellement le succès des banquiers centraux. Oh, ça l'était en partie. Mais c'était surtout le taux de salaire horaire des ouvriers chinois qui en était responsable. D'accord ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où la mondialisation commence à se développer, c'est-à-dire dans les années 90. Oui, à partir du moment où vous importez des jeans, oui, moi c'est ma référence, hein, c'est mon indice, c'est le Lewis 501. Bon, à partir du moment où vous importez des jeans de pays type la Chine, l'Asie du Sud-Est, certains pays latino-américains, où les coûts de main-d'œuvre sont, hélas, ce qu'ils sont, vous arrivez à avoir des jeans à 100 €, puis à 80, puis à 60, et puis on a même vu parfois dans des chaînes de grande distrib des jeans à 7-8 €, et qui étaient tout à fait acceptables. Alors, ça conduit à quoi ? Ça conduit au fait que ça pèse, ça, sur l'indice des prix à la consommation. Oui ? Ça pèse sur l'indice des prix à la consommation. Et je vous ai dit que, pour moi, l'indice des prix à la consommation, ce n'est pas forcément le meilleur indice pour se faire une idée de l'évolution des prix en général. Et là, en tout cas, le leurre qu'il y a eu, c'est que les banquiers centraux se sont crus vraiment j'allais dire, très bons, si on peut dire, en matière d'éradication de l'inflation, alors que, comme je viens de vous le dire, l'éradication de l'inflation, c'était les importations de plus en plus massives à bas coût en provenance des pays qu'on allait qualifier plus tard d'émergents. D'accord ? Et de ce point de vue-là, je pense que M. Walmart, M. Tesco et M. Carrefour ou M. Leclerc, en France, ils ont beaucoup plus fait pour mettre sous cloche l'inflation que les banquiers centraux. Alors,
les banquiers centraux, d'ailleurs, où on voit bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas vraiment dans leur politique monétaire, c'est que, par ailleurs, ils n'étaient pas capables d'empêcher le fait que quoi? Bien que la monnaie qu'ils créaient, elle n'influençait pas le niveau général des prix, pour les raisons que je viens d'évoquer, ou l'influençait très peu. En revanche, c'est à cette époque-là qu'on voit se développer quoi? Bien, qu'on voit se développer la formation de bulles qui portent sur quoi? Ben, qui portent sur les prix des actifs financiers, notamment les actions, que vous et moi achetez auprès de vos intermédiaires boursiers. Enfin, non, pas moi. Moi, je suis tellement suspicieux que... Bon, non, mais je connais l'arrière-cuisine de mon restaurant, donc... Donc, vous avez le développement de bulles sur les actifs financiers, et puis on ne le dira jamais assez, des bulles sur l'immobilier. D'accord ? L'immobilier est bien sûr l'immobilier de bureaux et ainsi de suite, mais aussi l'immobilier de tout un chacun. D'accord ? Sur des constructions de cités, de pavillons, de ci et de là. Alors, les bulles, par définition, ça a vocation à éclater. Oui. Bon. Et, ben oui, y compris en matière économique. Et lorsqu'elles explosent, lorsqu'elles éclatent, eh bien, chaque fois, le scénario est le même. Les économies au sein desquelles elles explosent, eh bien, sont tout de suite, immédiatement entraînées dans une grave récession. Et c'est là qu'il faut être prudent. C'est juste là, dans les semestres qui suivent l'éclatement d'une bulle, que non seulement le pays peut tomber dans une récession de type classique, c'est-à-dire une chute du taux de croissance du PIB, une augmentation du chômage, et ainsi de suite, il peut tomber dans une situation comme ça, mais qui ne va pas être une situation, j'allais dire, transitoire, suivie d'un rebond. Non, on risque, ça y est, là déjà, de mettre un premier pied dans le processus qu'on va qualifier de déflation. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est insidieux au départ, d'accord ? C'est très insidieux. Et si vous laissez le mal se développer, le jour où vous allez essayer de vous en préoccuper, il est peut-être déjà trop tard. Alors, pour ça, j'ai un exemple qui m'a toujours fasciné, qui est le Japon. D'accord ? Le Japon des années 80, puis 90 et jusqu'à nos jours. D'accord ? Dans les années 80, au Japon, pour des raisons macroéconomiques qu'on ne peut pas disséquer ici, mais qui sont par ailleurs, j'allais dire, fort belles pour un économiste, si on peut parler de fort beau dans des circonstances comme ça, mais c'est des cas d'école, quoi. C'est ce qu'on enseigne aux étudiants. Il y a une double bulle qui se développe à la bourse de Tokyo et sur le marché immobilier japonais. Bon, pour vous donner un exemple, l'indice Nikkei de la bourse de Tokyo, avant-hier, il était à 16 150. Oui ? Vous allez me dire, il connaît ça, vous pensez peut-être que j'ai un gros portefeuille à Tokyo. Non, il était à 16 150. Lorsque la bulle va éclater à la jonction 1989, 1990, il est à 31 000. Depuis, il n'a jamais regagné. La preuve, c'est qu'il n'est qu'à 16 150 en ce moment. Et il a plongé parfois à 7-8 000, c'est ça, hein? Oui, on va dire 8 000, hein, à peu près. Hein. Combien? Oui, je pense. Dans ces eaux-là. Hein. Il est tombé parfois à 8 000. Bon, donc, la bulle éclate au tournant donc, de la décennie 90. Les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance qui ont des portefeuilles boursiers énormes et ainsi de suite, eh bien, sont en première ligne comme victimes. D'accord ? Les banques, parce que nombre d'entreprises sont en faillite et peuvent plus rembourser. Nombre de ménages sont en faillite et peuvent plus rembourser. Alors, plus exactement, ça, c'est dû à l'explosion de la bulle immobilière. Parce que d'un côté, les promoteurs étaient fauchés, et de l'autre côté, ceux qui leur avaient acheté des apparts étaient fauchés aussi. D'accord ? Donc, ça, c'est les grandes premières victimes de la crise. Ça commence par là. L'accroche commence à ce niveau-là. Et que va-t-il se passer ? Ben, il va se passer quelque chose qui est extrêmement intéressant pour voir à quel point la déflation, ça peut s'installer insidieusement. Et puis, excusez-moi, mais avec mon parallèle médical, éventuellement, vous allez dire « Oh,
ça m'énerve, ça me fait mal et tout, et vous allez prendre de l'aspirine, quoi. Puis vous allez prendre des doses de plus en plus fortes d'aspirine, et vont appeler des trucs comme ça, puis vous croyez que ça va durer comme ça. Puis après, vous allez peut-être prendre un anti-inflammatoire ou un truc. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé. Le Japon, depuis 1990, la Banque centrale notamment, elle amenait des politiques monétaires justement le plus accommodantes possible, en espérant faire quoi? En espérant d'abord alléger la situation des banques, d'accord, essayer de rétablir la marge d'intérêt des banques, et essayer de relancer l'activité économique et ainsi de suite pour minimiser les pertes des banques, enfin, toutes ces choses-là. Alors, tout ça, pour résumer en quelques mots, comme je le dis d'une formule un peu lapidaire, en l'occurrence, la Banque du Japon, et ça quasiment depuis donc maintenant plus de 20 ans, c'est toujours trop tard, trop peu, et un peu à côté de la plaque. D'accord? Oui. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait? Là, je suis parfois plus méchant en disant les Japonais savent construire d'excellentes voitures, mais ne savent absolument pas maîtriser les processus complexes, processus de décision. Et c'est vrai. Non, mais c'est lié, c'est lié à toute une culture, et ainsi de suite. On le voit bien avec Fukushima, avec toutes ces choses-là. Ils font des choses excellentes, et puis à côté, il y a des processus extrêmement complexes qu'ils n'arrivent pas à mettre en œuvre assez vite, assez fort, assez... chacun... Et on le voit bien. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le Japon a été très peu affecté, quasiment pas, par la grande secousse, qui est la grande crise, la grande bulle qui éclate, qui est celle de 2008. Le Japon est vraiment resté quasiment à l'écart. Et pour cause, c'est qu'ils étaient déjà sur la touche depuis plus de 15 ans à essayer de venir à bout des conséquences de leur crise de 90. Et moi, j'ai toujours déploré le fait que l'on n'ait pas porté toute l'attention, tout l'intérêt que méritait la situation japonaise. C'est parce qu'il y avait une foule d'enseignements à en tirer, justement, sur les processus de réaction, les politiques amenées, le timing, enfin, et toutes ces choses-là. Alors, comme je dis, c'est typiquement une situation dont le diagnostic n'a jamais été posé au bon moment et correctement. Alors maintenant, j'ai un peu anticipé. Où en sommes-nous? Eh bien, comme je vous ai dit, on n'a pas tiré les leçons de la situation japonaise. Hein, et il faut en arriver à la situation actuelle pour, hélas, le monde entier, y compris le Japon. Sommes-nous entrés en déflation? Je commence par... je reviens un peu sur la remarque que j'avais faite au début. Vous savez, quand la réalité disparaît du monde, les mots pour le dire, hein, ou pour la dire disparaissent aussi. Hein. Bon, c'était un des arguments favoris, une des phrases favorites du défunt président français Pompidou, d'accord, et c'est quelque chose qui est bien connu des sémiologues et que sais-je encore. Bon, donc, quand la réalité disparaît, les mots disparaissent, d'accord. Et puis, l'inverse est aussi vrai. Oui. Et quand les mots réapparaissent, c'est peut-être parce que la réalité, elle est derrière. Et là, il y a quand même quelque chose qui est troublant, par exemple. Le prestigieux, sinon le seul magazine hebdomadaire sérieux de la planète, à savoir The Economist anglais, depuis plusieurs mois, il a consacré plusieurs fois ses colonnes à la déflation. D'accord? Si on fait, vous savez, comment ils appellent ça, je ne sais plus quoi, la machin-métrie, là, sur la fréquence d'apparition des mots, c'est vrai que le mot déflation réapparaît dans les colonnes de The Economist, et pour moi, c'est un sacré symptôme. Et notamment en mai dernier, où il y a consacré tout un petit supplément interne spécial. D'accord? Ce qui a déclenché des analyses, réactions et commentaires fort bienvenus du grand économiste prix Nobel américain Paul Krugman. Alors, effectivement, si on regarde la situation dans le monde, de nombreux indices
se sont accumulés ici et là, vous savez, telles des petites pièces de puzzle là, qui se rassemblent depuis 2 ou 3 ans et qui sont typiquement des indices de ce que j'appellerais un glissement progressif vers une situation qu'il ne faut pas avoir peur de qualifier de déflation ou d'antichambre de la déflation. Alors, de ce point de vue-là, il faut quand même souligner que l'Union européenne, sachant que là aussi, il va y avoir 2 ou 3 pays pour dire « Ah non, non, pas nous ». Exemple, les Suédois ou que sais-je encore, qui, c'est vrai, s'en tirent en moyenne mieux que les autres. Bon, mais l'Union européenne, prise globalement de manière indifférenciée, elle est effectivement, je pense, une des plus affectées, au même titre, et toujours, et hélas, que le Japon. D'accord ? Comme je vous dis, les Japonais ne sont toujours pas sortis de leur situation. Et le problème, c'est que... Alors vous allez me dire, et les États-Unis ? On y reviendra. On va y revenir dans la fin. Les États-Unis s'en sont plutôt bien tirés jusqu'à maintenant. Le problème inquiétant maintenant, c'est qu'il y a aussi des émergents, d'accord, qui sont pris dans ce début de spirale déflationniste, et pas des moindres. Le Brésil, entre autres, ouais, et puis la Chine, d'accord. La situation chinoise au jour d'aujourd'hui est très inquiétante, très inquiétante. Et là aussi, ce sont vraiment, ça a tout des prémices de ce qui pourrait être une déflation. Alors, c'est toujours le même tableau clinique. Hein, taux d'inflation proche de 0, voire négatif, prix déprimé dans certains secteurs, l'agriculture en France, incapacité des autorités monétaires à atteindre leur cible d'inflation. Oui, parce qu'il y a quand même une chose qui doit être notée. Je vous ai dit, on avait éradiqué l'inflation. Puis on a vécu tranquillement avec de l'inflation à 1,5, 2%, comme ça, des années et tout. Et puis, quand ça a commencé à passer, d'accord, à tangenter le 0, là, un certain nombre de banquiers centraux se sont dit c'est pas très bon ce qui se profile, et certains ont quand même eu le minimum de conscience pour dire il faut éviter de tangenter 0 parce qu'on va passer sous 0 après, ce sera du négatif, d'où l'idée maintenant qu'on va mener des politiques monétaires qui ont pour but d'atteindre ce qu'on appelle une cible d'inflation. Alors la cible, un petit peu partout, elle est de 2%. Si vous voulez, c'est l'histoire. Pour comprendre ça, pour faire le parallèle, c'est le problème de l'avion, d'accord, et du décrochage en dessous d'une certaine vitesse, d'accord. Il y a eu, hélas, un cas assez triste il y a quelques années, notamment, je crois que c'est en France, où les pilotes d'essai, en testant l'appareil, il ralentissait en phase d'approche, d'accord, et tout d'un coup, crac, ça décroche. Et quand ça décroche, ça y est, c'est trop tard. Donc, si vous voulez, pour éviter le décrochage, il faut se fixer une cible d'inflation autour de 2%. Et il y a beaucoup de pays qui n'y arrivent plus. Et il était quand même assez intéressant, il y a quelques jours, de voir que sous prétexte qu'en Grande-Bretagne, l'inflation était remontée, je ne sais plus combien, quelque chose comme 0,7% l'an ou un truc comme ça, tout le monde criait quasiment victoire en se disant « Ah, ça y est, on est peut-être sur la bonne piste, sur la bonne voie ». Donc, c'est vous dire que ce sont des indices qui sont quand même assez inquiétants. Chômage massif, et puis surtout, là aussi, et je l'avais mentionné tout à l'heure, ralentissement du commerce mondial depuis 2012. D'accord ? Depuis 2012, le commerce mondial, il est cassé. D'accord ? C'est-à-dire qu'après avoir connu des taux de croissance quasiment à 2 chiffres tout au long de la décennie 90 et jusqu'en 2008, d'accord ? Après avoir bien récupéré de la crise de 2008, c'est-à-dire 2009, 2010, 2011, depuis 2012, eh bien, il est à la peine. Il est vraiment à la peine. Et maintenant, il faut bien convenir du fait que 4 ans de suite à la peine, ça veut dire quelque chose. Bon, ce que j'appelle à la peine, c'est qu'il ne croit plus qu'à 2 ou 3% l'an, ce qui est quand même loin des 8, des 9 ou 10% d'avant. Alors, chômage massif, et puis taux d'intérêt, on l'a déjà mentionné, taux d'intérêt à long terme, qui sont parfois négatifs avec l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Alors, les causes, eh bien, elles sont multiples, elles sont variables, et notamment, elles sont variables d'une zone à une autre. Ce que j'appelle une zone, c'est la zone nord-américaine, dont je vous ai dit qu'elle est quasiment pas touchée. D'accord ? Et on verra pourquoi.
On verra pourquoi. Et puis la zone Europe qui me semble bien touchée, et puis et la zone japonaise qui est engluée, enlisée dans cette situation. Alors, les causes, c'est quoi? Il ne faut pas se leurrer. C'est l'éclatement de la bulle de 2008. D'accord? Parce que ce qu'on a appelé la crise des subprimes, c'est quoi? C'est l'éclatement d'une bulle immobilière aux États-Unis. Et les rouages de la finance mondiale, tels qu'ils se sont édifiés tout au long des années 2000 et ainsi de suite, étaient tels que la crise qui éclate aux États-Unis, elle se propage immédiatement à l'ensemble de la planète, d'accord, compte tenu des interrelations entre banques, entre marchés financiers, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, c'est le schéma classique de l'éclatement d'une bulle, d'accord. Immédiatement, vous avez un effet brutal sur la consommation et l'investissement. D'accord, sur la consommation via ce qu'on appelle les effets de richesse, nous les économistes, c'est-à-dire que y a des gens qui voient leur portefeuille, leur patrimoine financier extrêmement érodé, d'accord. Donc ils peuvent plus acheter la Maserati, ils peuvent acheter que je sais pas que la Mercedes classe S. Bon, donc et puis, il y a aussi ceux qui, eux, ne peuvent pas accéder au crédit à la consommation. Et ils sont plus nombreux pour acheter ne serait-ce que de l'électroménager. Donc, les ménages, dépenses coupées, enfin, fortement ralenties. Investissement des entreprises. Les entreprises sont dans un tel climat d'incertitude qu'ils n'investissent pas. Bon, et là, donc, contraction du produit intérieur brut ou du produit national brut et chômage, envolée du chômage, d'accord? Alors, le problème, c'est que, alors que parfois on s'en sort assez vite, là, on s'est installé dans la situation. D'accord ? Et c'est là que le processus est devenu pernicieux. C'est que, comme je le disais à l'instant, un certain nombre d'acteurs économiques aussi ne peuvent pas emprunter, et notamment les ménages. C'est le coût là, des gens qui ne peuvent pas acheter de l'électroménager à crédit. Pourquoi ? Parce que les banques qui ont été très affectées par la crise, comme par exemple les banques japonaises l'avaient été en 1990, les banques, eh bien, tout d'un coup, s'aperçoivent qu'elles sont, comme on dit, plombées par des créances douteuses, par des pertes, d'accord, à tel point que certaines banques vont purement et simplement disparaître. Alors, une façon élégante de disparaître, c'est d'être fusionné de force avec un bien portant, d'accord, mais enfin, il ne faut pas se leurrer, d'accord. Donc, elles disparaissent. Et puis, celles qui restent, eh bien, elles ne veulent plus prêter. D'accord ? Elles ne veulent plus prêter. Et là-dessus, vient se surimposer quoi ? Vient se surimposer les réglementations bancaires de type ce qu'on appelle les accords de Bâle, hein, Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, bientôt Bâle 4. Comme je dis, j'espère vivre assez vieux pour voir Bâle 17. Vous comprenez déjà un peu quel est mon sentiment vis-à-vis de ce genre de réglementation. Bon, le but, c'est de rendre le système, j'allais dire, plus sûr, plus et autres. Moi, je pense que d'un côté, ça tétanise certains banquiers, ça renchérit le coût du crédit, et de l'autre, ça n'empêche pas les autres de contourner la réglementation en se livrant à des turpitudes de plus en plus exagérées. Mais enfin, bon, bref, ce n'est qu'une remarque. Alors, ça, c'est le premier facteur. C'est tout ce qui s'ensuit après l'éclatement de la bulle de 2008. Bon, par ailleurs, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une accumulation fantastique de surcapacité de production dans de nombreux secteurs d'activité. D'accord, les matières premières, d'accord. Quand on voit ce qu'ont investi les grands des matières premières, les grands après de la première transformation, c'est-à-dire l'acier et ainsi de suite. Donc les matières premières, la première transformation, l'agriculture, donc des surcapacités énormes dans certains secteurs et dans de nombreux pays, d'accord. Y compris des pays émergents comme la Chine. Et tout ça, ça conduit à quoi ? Ça conduit au fait qu'à un moment donné, eh bien, ici et là, il faut fermer des entreprises, voir ce qui se passe dans la sidérurgie. Oui, dans la sidérurgie mondiale. Bon, donc, il faut fermer des entreprises. Ça génère du chômage. Et le chômage, eh bien, ça veut dire quoi ? Ça déprime un peu plus la demande de consommation, qui à son tour déprime l'investissement des entreprises qui s'aperçoivent qu'elles n'ont plus de débouchés. Et là aussi, on est en train de mettre le pied dans ce que j'appelle la spirale déflationniste. D'accord ? Et plus on met le pied dans la spirale déflationniste, eh bien plus
les anticipations dont je parlais tout à l'heure commencent à s'installer. Et notamment, commence à s'installer, donc, ce qui est typique en déflation, des anticipations de baisse de prix. Et le consommateur lui-même fait, j'allais dire, participe du mouvement en disant « Oh ben, j'achète pas ça aujourd'hui, je vais attendre 3 mois parce que dans 3 mois, ça aura baissé. » D'accord ? Tout le monde tenant ce raisonnement, ça devient effectivement autoréalisateur. Parce que comme les entreprises ne vendent pas aujourd'hui, elles font des sacrifices sur les prix pour vendre demain. Et vous avez gagné. Enfin, en apparence. Bon, alors, face au chômage dans certaines zones, qu'est-ce qui se passe ? On assiste à une relocalisation de certaines activités. D'accord ? On assiste à une relocalisation de certaines activités dans leur pays d'origine, et c'est ce qui expliquerait le ralentissement du commerce mondial, qui, en ce sens-là, ne serait peut-être qu'un demi-mal. Mais le problème, c'est que quand vous relocalisez ceux de chez qui vous partez, par exemple, je sais pas moi, la Thaïlande, ouais, ils s'estiment victimes maintenant. Ouais, et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eux, ils vont réagir, ils vont prendre des mesures de rétorsion, et ça y est. Le jeu est lancé, à savoir ce sinistre jeu qui a plombé les années 30, d'accord, qui a nourri la déflation des années 30. À partir du moment où il y en a un qui commence à prendre des mesures de rétorsion parce qu'il constate que ses exportations ont baissé, ne serait-ce que parce que ses anciens clients ont décidé à nouveau de produire chez eux, ça y est, c'est parti. Et quand je dis c'est parti, c'est je t'arrache un œil, moi je t'arrache les deux, et puis voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, ça, c'est le deuxième grand groupe d'explications. Troisième grand groupe, et là, il est un tout petit peu plus compliqué, et vous auriez de la peine à le croire, le monde, d'accord ? Le monde, je dis bien le monde, hein, aussi bien la France que la Chine, les États-Unis que le Japon et tout, le monde croule sous des montagnes d'épargne. Ouais. Il y a des milliers de milliards, d'accord, d'argent, si on peut dire, d'épargne, qui est en déshérence, il n'y a pas d'autre terme, déshérence, au sens de quoi ? Elle cherche sa voie. Elle cherche sa voie, c'est-à-dire des investissements qui soient suffisamment rentables. Or, ceci conduit à quoi ? Nous sommes effectivement dans un monde où, malgré le fait que les taux d'intérêt soient proches de zéro, il n'y a pas assez de projets d'investissement privés rentables. Oui, mais c'est la preuve, c'est que maintenant, certaines entreprises en arrivent oui. Et ce qui, en plus, plombe encore plus l'affaire, c'est qu'on est devenu extrêmement short-termiste, c'est-à-dire que des projets qui peuvent être rentables économiquement à horizon de 10 ans, aujourd'hui, on veut que ce soit rentable à horizon d'1 an et demi. Ça ne peut pas marcher. D'accord ? Ça ne peut pas marcher. Et alors, pourquoi ce surplus d'épargne ? Pour 2 raisons. La croissance des inégalités de revenus et de patrimoine dans le monde. D'accord ? Ça, c'est la thèse que défend inlassablement Joseph Stiglitz. D'accord ? On ne dira jamais assez que le monde est aujourd'hui rongé par la montée inexorable, permanente depuis des années et des années, des inégalités de répartition de revenus et de patrimoine. Vous avez bien compris que les riches qui sont toujours plus riches et plus nombreux, comme on le dit de manière lapidaire, qu'on le veuille ou non, ils déjeunent pas 4 fois par jour et ils dînent pas 5 fois. Voilà, c'est tout. Ça dit bien ce que ça veut dire. Bon. Donc, les inégalités de revenus font que quoi ? Font qu'il y a toute une catégorie de population qui accumule de l'argent, qui en fait quoi ? Qui cherche après à investir, notamment dans des actifs financiers. Alors là aussi, ça rentre après dans le processus des bulles. Enfin, c'est bon. Et puis, il n'y a pas quand même que ça. Il y a une autre chose qui est en arrière-plan de tout ça, qui est les grands basculements démographiques du monde. Le monde vieillit. Oui, le monde vieillit. Et ce n'est pas seulement les États-Unis, l'Europe, le Japon, bien sûr, mais dans quelques temps, on va se retrouver avec 400 millions de vieux Chinois dans l'espace de, on va dire, une grosse décennie. D'accord ? Or, que se passe-t-il ? Les vieux, ils veulent vivre à peu près bien leurs années tardives. D'accord ? Ils ne veulent pas lâcher, notamment sur la valeur de leurs actifs. Donc, ils ne veulent pas entendre parler d'inflation.
Bon, ça, c'est typiquement l'épargnant allemand, d'accord, mais il n'est que l'archétype et j'allais dire, un peu, parfois, le bouc émissaire de toute une population bien plus large que ça au niveau mondial. Donc, vous avez ce phénomène du vieillissement de la population qui, là aussi, accumule des noisettes qu'ils essaient de placer dans des portefeuilles qui rapportent le plus possible, le plus vite possible. Et donc, ça ne fait que contribuer à alimenter la situation que je viens de décrire. Donc, je vous passerai le PowerPoint de toute façon. Alors maintenant, peut-on s'en sortir? D'accord? Comme je vous ai dit, la déflation, c'est un processus dynamique, hein, c'est-à-dire qui se déroule dans le temps, et dans lequel les anticipations des agents économiques jouent un rôle particulièrement pernicieux. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un cercle vicieux. Alors comment est-ce qu'on brise? Comment est-ce qu'on sort d'un cercle vicieux? C'est justement, c'est difficile. Alors, quand on voit ce qui s'est passé, bon, première remarque, sortir du cercle vicieux, j'allais dire, la meilleure façon d'en sortir, c'est de ne pas y entrer. Oui, ça a l'air d'être une mauvaise plaisanterie, mais il vaut mieux éviter d'y entrer. Et de ce point de vue-là, eh bien, les pays, au fur et à mesure où ils étaient touchés par ce risque de déflation, ils avaient bien des difficultés à ne pas y entrer. Pourquoi? Parce que ils étaient, hélas, ils couraient avec un sac de 100 kilos sur le dos. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, ils ne pouvaient plus rien attendre des politiques budgétaires, d'accord, des politiques de relance économique via le budget, à cause des déficits budgétaires, des dettes publiques, amplifiées dans les pays d'Europe par les fameux critères de Maastricht et le 3%. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il leur restait? Il leur restait la politique monétaire. Et effectivement, si on revient à 2008, il est clair qu'il y a au moins un pays qui a très bien réagi, enfin 2 pays qui ont très bien réagi. C'est les États-Unis et la Grande-Bretagne. En faisant quoi? Ils se sont lancés dans des politiques monétaires qui s'appellent non conventionnelles. C'est ce qu'on appelle les politiques de quantitative easing, un QE, assouplissement quantitatif, qui n'ont rien à voir avec les politiques monétaires telles qu'on vous les enseigne dans des programmes d'économie et de gestion, à savoir la Banque centrale approvisionne les banques en liquidité en rachetant des bons du Trésor sur le marché monétaire. Non, là, c'est plus ça. D'accord? C'est plus seulement un problème de liquidité, encore que ce soit un problème de liquidité. Donc c'est un problème de nettoyage du système bancaire et financier. Nettoyage en quel sens? Le système est complètement plombé, lesté de créances douteuses, et donc c'est les camions d'ébouage. D'accord? La Banque centrale se transforme en éboueur en chef. C'est-à-dire qu'elle rachète des milliards, des dizaines de milliards d'euros, des centaines de milliards d'euros, de dollars, comme vous voulez, de créances, de crédits, dont la majeure partie valent quasiment rien. Et tout ça, c'est elle qui le rentre à son bilan. Alors, les Américains ont fait ça de manière massive dès le début. Et là, il y a un personnage que moi je révère particulièrement, qui est l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Ben Bernanke, mais sa successeur, de ce point de vue-là, est, j'allais dire, tout à fait dans la même optique. Bernanke, il avait qu'une idée. Bernanke avait été traumatisé, petit garçon, par la crise des années 30. Et son truc, c'était, on ne veut plus revoir ça sur le sol américain. D'où sa réaction. D'où sa réaction en 2008. Bon, les Anglais ont compris qu'il fallait suivre le train. L'Europe, sous la houlette du gouverneur de la Banque centrale européenne, dont on taira le nom ici pour rester convenable, d'accord, droit dans ses bottes, il a dit, moi, je ne veux pas entendre parler de ça, d'accord? Bon, très bien. Et puis les Japonais ont, comme d'habitude, tergiversé et autres, mais se sont mis aussi au quantitative easing. Et puis il a fallu l'arrivée de M. Draghi pour que l'Europe, là aussi, comprenne qu'il fallait tourner kazakh, mais c'était déjà relativement tard. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est? Eh bien, moi, je ne sais pas. Non, mais on va en parler. Mais que se passe-t-il? Eh bien, les États-Unis s'en sont bien sortis. La Grande-Bretagne aussi s'en est bien sortie. Ouais. L'Europe, on attend.
Le Japon, on attend. Et puis maintenant, ce que je crains, c'est aussi la Chine et le Brésil. Et puis de toute façon, même dans les pays où ça a réussi, quel est le problème maintenant? Ben, c'est l'arrêt du quantitative easing. Mais c'est même pas le problème de l'arrêt, c'est le ralentissement. On n'est même pas au stade où on dit quand ça va arrêter, qu'est-ce qui va se passer? Mais non, ce n'est pas un problème d'arrêt. C'est plutôt que de racheter X centaines de milliards par an, on va racheter la moitié de X centaines de milliards. Et là, les marchés, enfin les agents économiques, les marchés sont tétanisés. Comme je dis, là encore, c'est une image forte, mais c'est vraiment les toxicomanes qui apprennent que l'approvisionnement va être rationné. D'accord ? Et c'est vraiment la panique à bord. Et voilà au jour d'aujourd'hui où on en est. Le tableau pour le futur, ben, comme je vous ai dit, moi j'ai la modestie de dire que je continue à craindre le pire. D'accord ? Je continue à craindre le pire et je vous remercie de m'avoir supporté dans la présentation de ce tableau.